La femme regarde avec horreur le visage de son collègue, alors que les traits coulent et dégoulinent de ce qui était autrefois sa tête. Il n'a pas été injecté avec de l'acide ou arrosé avec une solution anomale. Tout ce qu'il a fait, c'est ouvrir les rideaux du bureau et laisser entrer le soleil. Elle, comme tous les autres au bureau, s'éloigne du rayon de lumière qui consume son collègue. Ils font comme une bougie allumée en accéléré, ses cris se transformant en gargouillis bouillonnants. La femme a du mal à croire ce qu'elle voit, mais elle doit le faire. C'est son unique moyen de survie. Ce qui se passe ensuite est un flou. Le soleil passe au zénith, éclairant le sol du bureau. Tout le monde pris dans les faisceaux commence à avoir des spasmes, tourmenté par un sentiment inconnu. Au début, il semble suant et humide comme de l'argile mouillée. Ensuite, le dribble commence. La peau de glace, dégringolant sur des vêtements mouillés, gargouillant jusqu'à une flaque d'eau détrempée. Tout le monde panique, mais la femme réfléchit rapidement. Agissant peut-être sur un instinct animal, elle se cache derrière un mur adjacent, à l'écart de la lumière naturelle qui avance rapidement. Elle l'évite de justesse, alors que tant de ses collègues sont instantanément dissous. Il y a 20 minutes, elle préparait le rapport trimestriel des bénéfices pour la réunion de l'entreprise. La plupart des participants à cette réunion sont maintenant décédés, d'après ce qu'elle sait. Elle découvrira bientôt que la vérité est bien pire, mais il y aura du temps pour ça plus tard. Personne ne bouge pendant 1 heure. Les morts restent inertes, des amas de gelée sur le sol, et les vivants se cachent. Certains pleurent, certains sont catatoniques. La femme, en mode survie, absorbe tout, essayant de rassembler les détails et de trouver une certaine narration dans tout cela. C'est le soleil. C'est quelque chose à voir avec le soleil. Ou est-ce une sorte d'agent aérien? Ou un nanovirus piloté par IA? Elle manque simplement d'informations pour se prononcer. Elle ne sait pas encore que c'est juste un domino qui tombe dans une catastrophe de proportions mondiales. À la Maison-Blanche, le gouvernement débat de la réforme fiscale, de l'équilibre budgétaire et du choix entre Coke et Pepsi dans les distributeurs du Pentagone. Le président signe des projets de loi lorsque la lumière à travers la fenêtre du bureau ovale semble changer d'une certaine façon. Il ne remarque même pas ce qui se passe jusqu'à ce qu'il voit quelque chose d'étrange goûter sur le papier du dernier projet de loi. Nouveau projet de transport inter-État en cours de financement. Ce qui goûte sur le papier, c'est son visage. Frappé par une incroyable fatigue, le président se penche en avant et s'effondre sur le bureau. Un agent du service secret aurait pu donner l'alerte, s'il en restait un assez robuste pour le faire. Il en va de même pour d'innombrables autres dirigeants mondiaux en même temps. Le Canada, l'Australie, le Mexique, tout l'hémisphère nord l'obtient en même temps. Cela se passe dans les rues et les supermarchés en même temps, où la lumière détruit, transforme. Le linoléum dans le béton à l'extérieur est taché par des blobs autrefois humains dans la même mesure. Une image marquante montre une paire de bottes entourées de vêtements froissés. Devant les bottes se trouve une poussette de bébé, vide, à l'exception des taches. La lumière prend tout dans mesure égale. Les randonneurs ressemblent à des taches couleur chair sur les sentiers distants. Les laveurs de vitres sur leurs plateformes ajustables tachaient les mêmes vitres qu'ils essayèrent de nettoyer, car le liquide qui était autrefois sur les gens de l'autre côté se lave contre eux. Chaque personne attendant de traverser la route au coin de la rue se retrouve bientôt à s'écouler dans le caniveau. Chaque travailleur indépendant sortant de chez lui pour prendre une bouffée d'air frais entre les quarts de travail se retrouve bientôt à s'imbiber dans l'herbe. Les gens se liquéfient à la tour de Pise, s'égouttent à travers les grilles sur le sol des passerelles de la tour Eiffel. Les touristes fondent sur la grande muraille de Chine, perdent leur forme physique sur les pavés de la place rouge de Moscou, fixant les pyramides de Gizeh, assis à l'extérieur des cafés en Pologne, et explorant les voies navigables de la forêt amazonienne. Dans des pays lointains et déchirés par la guerre, les combattants armés de AK-47 et de grenades se figent alors que le changement les saisit. Les armes et les bombes tombent de leurs mains alors que leurs mains ne deviennent guère plus que de la boue humide, tout comme le reste d'eux. En un instant, la bataille s'étue étrangement. Des tenues militaires mouillées gisent dans la boue, imbibées de la substance visqueuse qui avait autrefois été leur porteur. Le monde a enfin atteint la paix, au prix le plus terrible qui soit. Nous revenons à la femme, accroupie, terrifiée, ignorant l'ampleur de l'horreur qui vient de s'abattre sur le monde. C'est alors que la diffusion commence.
Tous les écrans du bureau changent, affichant un logo inconnu. Une voix retentit dans les haut-parleurs, se présentant comme l'administrateur. Il travaille pour la fondation SCP, le seul groupe qui prétend être capable d'arrêter cela. L'administrateur a informé les membres restants du bureau encore en bonne santé de ce qu'ils savaient jusqu'à présent. La lumière du soleil était devenue dangereuse, d'une manière ou d'une autre. Une exposition y entraînait une transformation immédiate et irréversible. Les personnes exposées doivent être considérées perdues. L'administrateur recommande d'attendre la nuit, puis de se rendre à l'une des adresses qu'il recommande, un site de confinement de la fondation SCP. Cela ne semble pas réel. Rien de tout cela ne semble réel. Le message continue simplement de jouer en boucle, jusqu'à ce que tout cela ressemble à du bruit blanc pour la femme. Elle ne peut pas se permettre de penser à ce qui pourrait être l'apocalypse. Elle ne s'inquiète ni du monde, ni du bureau. Elle ne s'inquiète même pas pour elle-même. Non, elle s'inquiète pour sa femme. Elle est au milieu d'un voyage d'affaires à travers le pays, une retraite en pleine nature, à 3000 km de distance. Le soleil l'a-t-il touchée comme tous les autres? Non, ce n'est pas possible, sa femme est trop intelligente pour ça. Elle doit l'être. Alors que les survivants se regroupent dans l'obscurité du bureau, la femme sort son téléphone et parcourt frénétiquement ses contacts. Un long cadran tortueux plus tard, elle est en ligne, et la voix de sa femme la submerge comme de la soie liquide. Elle n'a jamais été aussi soulagée. Quand le chaos a éclaté, elle se trouvait dans une tente de sauna de yoga chaud, protégée du nouvel éclat mortel du soleil. De nombreux autres voyageurs n'avaient pas eu cette chance, mais ils ne pouvaient se permettre de s'en soucier pour le moment. Lorsque le changement s'est produit, ils ont tous reçu des textos de la même fondation SCP qui avaient été diffusés sur les ordinateurs. Un objectif se détachait clairement. Ils devaient se réunir à l'ultime souffle du monde. Peut-être que tout irait bien s'ils le pouvaient. Mais comment? Ils ne pouvaient pas conduire. Même s'ils partaient la nuit, les routes étaient bloquées, remplies de voitures dont les conducteurs avaient cuit sur leurs sièges. Ils ne pouvaient pas voler. Dès que le chaos a commencé à se dérouler, les avions ont commencé à tomber du ciel, détruisant les bâtiments et les centres de population en dessous, alors que leurs pilotes passaient à un état liquide. Inévitablement, Internet s'éteindrait sans personne pour le maintenir. Le même sort serait réservé à l'électricité, aux infrastructures essentielles et à l'état de droit. En l'espace de quelques heures, le monde entier avait l'impression de fondre. Ils pourraient peut-être rejoindre le site de confinement SCP le plus proche, mais seraient alors très isolés. Mieux valait être en danger ensemble que seul en sécurité. La femme a renforcé sa détermination. D'une façon ou d'une autre, elle retrouverait son bien-aimé. Ou elle mourrait en essayant. Ou pire, avant de raccrocher le téléphone, elle dit « Sois prudent, s'il te plaît. On se retrouvera à notre lieu spécial et tout redeviendra comme avant. » Une semaine plus tard, elle traverse une autoroute abandonnée, se faufilant entre les voitures abandonnées. C'est une nuit froide, sans lune, le seul type qui soit même vaguement sûr. La femme a vu des choses terribles et impossibles ces derniers jours. Parfois, même le clair de lune peut être mortel. Elle ne pouvait pas prendre ce risque. Cela explique sa tenue actuelle. Elle a méticuleusement planifié sa tenue, combinant des articles qu'elle possédait et d'autres pièces volées dans des magasins. Elle portait une combinaison de plongée intégrale avec des couches Under Armour par-dessus. Elle portait un long imperméable noir avec des bottes épaisses et des gants. Sur sa tête, une cagoule et une paire de lunettes de soleil miroir. D'après ses calculs, aucun rayon de lumière ne pouvait atteindre sa peau. C'est tout ce qu'il faudrait pour tout détruire, et elle ne voulait pas décevoir sa femme ainsi. Pas tant qu'elle respirait encore. Quotidiennement, de nouvelles diffusions émanant de l'énigmatique fondation SCP atteignaient toutes les machines encore aptes à les capter. Chacune semblait prendre un ton de désespoir plus grand que la précédente, toutes implorant elle et les autres civils de se rendre au site de confinement le plus proche. Mais récemment, ils avaient aussi donné des suggestions plus bizarres. Dans la précédente diffusion, ils avaient même recommandé, en l'absence de nourriture viable, que les civils mangent des parties des blobs qui étaient autrefois leurs semblables, tant que les morceaux sont assez petits pour éviter l'étouffement. La femme pense qu'elle préférerait mourir de faim plutôt que de s'abaisser à cela, mais qui sait jusqu'où le désespoir pourrait la pousser. Elle marche sans cesse, le contenu de son sac à dos tremble. Il semblait si lourd quand elles commençaient, mais au fil des jours, elle s'y est habituée. C'est principalement du matériel de survie.
Elle avait des vêtements de rechange, des couches d'urgence, un sac de couchage et une tente à monter en l'absence d'abri naturel au lever du soleil. Il y a aussi beaucoup de boissons énergisantes. C'est le meilleur moyen de l'aider à rester maître de son rythme circadien. L'alternative est de devenir comme l'une de ces pauvres âmes dans les voitures. Aussi forts que soient ses instincts de respect et de dignité humaine qui la poussent à détourner les yeux, elle ne peut s'empêcher de regarder et de voir le carnage sans sang. Des conducteurs solitaires et des familles entières réduisent à une bouillie inerte, fondue dans leur véhicule. Ils pensaient probablement tous qu'ils étaient en voyage routier normal. Ils pensaient à ce qu'il allait de manger pour le dîner après leur trajet. Elle secoue la tête de dégoût et continue d'avancer. Elle ne finira pas comme eux. Elle ne peut pas finir comme eux. La femme marche, déterminée à parcourir le plus de kilomètres possible avant de devoir trouver un abri pour se cacher du jour. C'est drôle. Il fut un temps, elle avait tellement peur du noir. C'est l'un des rares instants où elle se sent relativement en sécurité. C'est-à-dire, jusqu'à ce qu'elle entende quelque chose bouger derrière elle. Elle se retourne instinctivement et aperçoit des silhouettes sombres s'agiter dans les voitures qu'elle a dépassées. Y avait-il des gens qui dormaient là-dedans? Des animaux peut-être? Non, la vérité est bien pire que ça. La femme se rend vite compte qu'elle voit les formes elles-mêmes bouger à l'intérieur des voitures. Attends, cela signifie-t-il qu'ils ne sont même pas morts? Elle regarde, pétrifiée d'horreur, face aux implications de tout ce qu'elle voit. Les blobs se lèvent, se fracassant contre les vitres de leur voiture jusqu'à ce que le verre se fissure, puis cède complètement. Elle voit le blob glisser hors des voitures et se déplacer sur le sol, laissant des traces humides comme des limaces géantes et grotesques. Puis ils commencent à parler. L'un des blobs, le plus proche d'elle, siffle et gargouille des mots qui ressemblent étrangement à ceux d'un petit garçon innocent, avec une pointe de folie terrible, alors qu'il commence à se tortiller lentement dans sa direction. « Hé, tu es ma maman !»« Ha ha, regarde, maman essaie de nous fuir. Ne semble-t-elle pas si drôle? Tu as l'air malade, maman. Tu as l'air si pâle. Maman, il faut que tu prennes un peu de soleil. » La créature gélatineuse se jette sur la femme, plusieurs pseudopodes semblables à des tentacules sortant de sa masse charnue pour l'étreindre. Ses réflexes la sauvent juste à temps, mais la bête ne lâche pas prise après ça. Elle poursuit sa reptation, c'est saisi. Cela ressemble à un scénario cauchemardesque. Elle laisse tomber son sac à dos par terre, mais cela ne ferait que la ralentir et la tuer, et elle court pour sa vie pendant que les monstres la poursuivent. Malgré l'absence de jambes, ces créatures se meuvent avec une rapidité effroyable. Elle ne peut que courir jusqu'à ce que ses poumons brûlent et que ses muscles semblent pomper des lames de rasoir, car l'alternative est inimaginablement horrible. Alors qu'elle court, plus de monstres dans les voitures se réveillent. Les amas qui étaient autrefois la grande majorité de la race humaine, et ils veulent que les survivants restants les rejoignent dans leur nouveau et terrible destin. La femme réussit à les semer, de justesse, mais elle entend leur folie délirante résonner dans la nuit derrière elle. « On te trouvera, maman. On te trouvera et on t'aidera à voir la lumière. » Des mois sombres passent dans un monde froid et cruel. La femme est constamment en mouvement. Dès que vous cessez de bouger, c'est la mort. Ces choses, les blobs, les monstres autrefois humains, étaient beaucoup plus intelligents qu'elle ne le pensait au début. Ce sont des créatures à l'esprit unique, vivant pour traquer les humains inchangés et les traîner à la lumière. La nuit, elle dort dans des placards, un endroit où elle pensait ne jamais retourner. C'est un meurtre pour son dos, dormir semi-droit. Mais ceux qui dorment sans sécurité ne survivent pas longtemps. Elle les entend crier la nuit parfois, lorsque les tentacules charnus les saisissent et les tirent dehors. Mieux eux qu'elle, pense-t-elle. Ces mois l'ont rendue plus cruelle que jamais dans ses souvenirs. Peut-être que c'est indispensable dans le nouveau monde pour survivre. Elle passe de ville en ville, de cité en cité. Les kilomètres fondent sous ses pieds bottés. Sa femme est quelque part là-bas dehors. Elle fera tout ce qu'elle peut pour la rejoindre, peu importe les horreurs terribles qu'elle voit. Une nuit, elle assiste à une scène pire que tout ce qu'elle avait vu jusque-là. Elle dormait à l'un des étages supérieurs de la tour, lorsque le sol sous elle a commencé à gronder. Elle s'est réveillée en sursaut, terrifiée à l'idée que le bâtiment allait s'effondrer autour d'elle. Elle a surgi du placard et a regardé par la fenêtre sur la rue obscure. Une forme immense bougeait, une énorme masse, si grande qu'elle éclipserait un bus de ville. Même dans le noir, elle peut voir les parties.
Les bras, les jambes, les visages, à la fois humains et animaux. C'est une amalgamation, un hybride tordu de centaines, sinon de milliers, de ces êtres corrompus. Ils se rejoignent, pense-t-elle, son cerveau injecté d'une soudaine vague d'horreur pure. Ils deviennent des super-organismes et ils continuent de chasser. Ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils n'auront pas tout le monde. Avançons encore. Après des mois de voyage, elle arrive enfin à leur lieu de rendez-vous convenu. Sa femme. Elle n'avait pas répondu aux appels ou aux textos, mais peut-être que c'est parce que tous les réseaux sont en panne. C'est si difficile à dire maintenant. Dans la majorité des lieux, l'électricité est coupée, mais peu importe. Elle continue de marcher. C'est un vieux cinéma. Ils étaient ici il y a longtemps, lors de leur première rencontre et de leur premier film. Mademoiselle, réalisé par Park Chan-wook. De nombreux souvenirs joyeux, et l'obscurité du cinéma ne serait-elle pas idéale pour échapper au soleil? Elle se faufile dans le couloir, cherchant l'écran 3. L'écran sur lequel ils s'étaient mis d'accord. Leur écran spécial. La femme affiche un sourire fou d'anticipation sur son visage, sa santé mentale portant le poids de toutes les choses terribles qu'elle a vues. Elle ouvre la porte et la voit. La chose qui avait autrefois été sa femme. « Chérie, je suis si contente que tu sois là », dit-elle d'une voix basse et humide. SCP-001 est la situation de cauchemar ultime, nom de code. Quand le jour se lève, un scénario de fin du monde de classe XK, modifiant irréparablement l'état des choses et jetant non seulement la race humaine, mais toute la vie sur Terre dans un désordre apparemment irréparable. Le Soleil est devenu une force anormale subitement pour des raisons inconnues. Ses rayons sont passés de donneurs de vie et de chaleur à des agents de destruction. Tout contact avec la lumière, aussi minime soit-il, et parfois même réfléchi par d'autres figures comme la Lune, provoquera chez ceux qui sont en contact un état gélatineux. Comme mentionné, cela ne s'applique pas uniquement aux humains ou même aux autres formes de vie atypiques. Dans la plupart des cas, les effets de SCP-001 semblent annuler tous les effets anormaux précédents, car il réduit les humains et les anomalies à des amas cauchemardesques de chair indéfinissable. Mais comme vous l'avez déjà vu, cela ne s'arrête pas là. Non seulement les corps de ces victimes sont déformés, mais l'effet s'étend à leurs esprits. Alors que la Fondation comptait initialement les victimes du phénomène 001 comme mortes, elles étaient malheureusement bien vivantes et cherchaient à induire leurs effets sur les autres. Les blobs traquaient les personnes non affectées et essaient de les traîner au soleil, à quel point leur mission secondaire deviendra claire. Assimilation totale. Dans le désert brûlé qui était autrefois la Terre que vous et moi connaissions, ces blobs se cherchent les uns les autres et coagulent en êtres plus grands, composés de personnes et d'animaux par milliers dans certains cas. Ces entités titanesques se déplacent méthodiquement à travers les derniers établissements ombragés, espérant ajouter plus de convertis à leur terrible biomasse. Bien que ces créatures puissent en théorie être blessées, les tuer s'est révélé extrêmement ardu. Souvent, il était plus judicieux de simplement leur échapper pour une meilleure utilisation des ressources. Mais ils ne dorment pas. Ils ne dorment jamais. Alors que les derniers humains se reposent, ils continuent de chasser, comme ils le feront jusqu'à ce que le reste de l'humanité devienne comme eux. Il n'y a aucun moyen de vraiment contenir le SCP-001 lorsque le jour se lève, lui donnant la rare classe Apollyon. Lorsque le chaos et l'horreur ont éclaté, des milliards de personnes ont été transformées instantanément, obligeant la Fondation SCP à se révéler publiquement pour tenter de sauver l'humanité. Au début des horreurs, l'administrateur de la Fondation SCP a diffusé un message au monde, la première fois que l'organisation a jamais brisé son voile de secret. Pour ceux qui ont des familles, ou pire encore, des enfants, je suis sincèrement désolé. Vous devez continuer. Ne laissez pas leur mort être vaine. Nous avons encore du temps. L'humanité a encore un avenir. Venez au site 19. Nous avons besoin de toute l'aide possible. Apprenez à embrasser l'obscurité, mes amis. Craignez la lumière, et ils craignaient vraiment la lumière. Nous en avons tous peur maintenant. Des balises ont été envoyées pour guider les gens vers les installations de confinement sécurisées, mais peu les ont atteintes. De nombreux membres du personnel de la Fondation sont morts, ou ont été transformés en tentant de participer aux opérations de sauvetage. On dit que les opérateurs de la Fondation meurent dans l'ombre pour que l'humanité vive dans la lumière. Après le scénario de l'aube, c'est l'inverse. Les opérateurs de la Fondation meurent à la lumière pour que les tristes vestiges restants de l'humanité puissent vivre dans l'obscurité.
C'est à vous de décider, chers spectateurs, si cette vie vaut la peine d'être vécue. Excusez-moi, je crois entendre quelque chose glisser contre la porte à l'extérieur. Rejoignez le Patreon du Dr Bob et devenez un jeune chercheur. Jetez un œil à un autre dossier du Dr Bob, comme SCP-5150, le cabinet dentaire anomal.